Bonjour, bienvenue en Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité et qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Notre invité ce midi, c'est Gilles Brial, porte-parole des loyalistes et deuxième vice-président de la province Sud. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, l'actualité, c'est l'accord qui est intervenu dans la nuit concernant la mobilisation contre la réforme du financement du ROAM. Les blocages sont terminés. Il a été décidé de créer une commission spéciale présidée par Milakulo Tokumuli pour modifier le texte controversé. Qu'est-ce que vous pensez de cet accord, Gilles Brial ? De la satisfaction et de la vigilance. Satisfaction parce que c'est la mobilisation de milliers de Calédoniennes et de Calédoniens qui a permis de faire reculer l'éveil océanien sur ce texte. Il y a eu une mobilisation sans précédent, dans le calme, en responsabilité, mais avec beaucoup de détermination. Ceux qu'on a vus sur les ronds-points, ce sont des rouleurs, ce sont des agriculteurs, des éleveurs, ce sont des coiffeurs, des esthéticiennes. C'est des gens qu'on côtoie tous les jours dans nos environnements. Plein d'artisans également, et qui n'étaient pas manipulés, qui étaient juste inquiets de l'impact de cette mesure. Et grâce à leur mobilisation, on a pu obtenir ce recul et une redéfinition, en tout cas, d'un texte. Donc ça, c'est positif. Enfin, on vous a quand même accusé de les avoir manipulés ou instrumentalisés. Le bureau politique du FLNKS, notamment, l'a dit très clairement. Oui, mais là, c'est, je dirais, le manque de réalité du FLNKS par rapport à la base. Moi, j'ai passé beaucoup d'heures dans la journée, dans la nuit, très tôt ce matin, avec ces personnes. Ils sont manipulés par personne, mais par contre, ils sont déterminés et ils le seront encore demain. Donc, il faut arrêter de vouloir faire croire que c'est le combat des riches contre les pauvres, des grands contre les petits. Non, ce sont plein de petits qui étaient concernés et qui sont en danger. Ces travailleurs indépendants qui risquaient de cotiser 1 mois de salaire en plus au RUAM par an. Mais c'est énorme, quelque chose comme ça, quand vous avez des professions qui ont du mal à boucler les fins de mois. Vous savez, travailleurs indépendants, c'est pas avoir une maison sur la Gold Coast, c'est des gens qui travaillent beaucoup pour avoir parfois moins de salaire que le SMG. Donc c'est quelque chose qu'il faut mettre en avant, cette détermination, parce qu'ils ne l'ont pas fait par plaisir. Chaque jour qu'ils ont passé à se mobiliser, c'est du chiffre d'affaires en moins, mais leurs charges, les loyers, l'électricité, tout ça, eux, c'est des charges fixes, ils ont continué à les payer. Au vu des réactions, c'était pas quand même un peu indépendantiste contre non-indépendantiste? On voit bien qu'il y a une majorité indépendantiste pour soutenir le texte. Mais ça, c'est la stratégie perdante du FLNKS et de l'éveil océanien. Ça a été d'essayer d'opposer la population. D'abord, en expliquant que c'est les riches contre les pauvres. Après, ils se sont rendus compte que ça n'a pas pris. Ils ont essayé de faire les océaniens contre le reste du monde. Et puis, ils ont vu également que ça n'a pas pris, parce que ceux qui se sont mobilisés, vous savez, il y avait toutes les couleurs de la Nouvelle-Calédonie qui étaient présentes. Alors après, ils ont essayé de la jouer, les indépendantistes contre les non-indépendantistes, mais à chaque fois également, dans les mobilisations, vous avez des personnes qui avaient des t-shirts Kanaki et qui ne sont pas là pour ou contre l'indépendance, ils sont là pour sauver leur emploi. Donc c'est pour ça que je dis il y a une satisfaction par rapport à ça, de la vigilance, parce que moi j'aurais préféré que le texte soit retiré, et ça n'a pas été le cas, mais le principal c'est voilà, que le texte... C'était quand même l'objectif des manifestations et des blocages. C'était l'objectif, mais l'objectif premier, c'est que ce texte ne soit pas voté. Donc on demande le retrait, mais le texte ne sera pas voté. Ça, c'est une bonne chose. L'éveil océanien a reculé sur cette position-là. Il va être retravaillé avec tout le monde, parce que nous, on entend beaucoup dire qu'il y a eu plein de réunions, mais vous savez, les mouvements politiques non indépendantistes n'ont jamais été associés aux réunions qu'a organisées Milakulo Tokumuli. On a eu le fonctionnement du Congrès a été dévoyé. Et il y a un mouvement, 3 sur 54, qui ont décidé d'imposer une réforme, de faire des réunions et puis d'entendre ceux qui avaient envie et puis pas les autres. Et donc, et en tout cas, surtout pas nous entendre, nous, les loyalistes. Donc la vigilance, elle sera à ce niveau-là. Je pense que ça ne doit pas être Milakulo Tokumuli qui préside cette commission. Soit elle doit être coprésidée par l'ensemble des groupes, soit ça doit être quelqu'un d'extérieur, mais vous ne pouvez pas avoir mené une stratégie qui n'a pas fonctionné, qui a été refusée par les Calédoniens, et puis après reporter la modification. Donc on ne peut pas à la fois nous demander de retravailler au Congrès sur ce texte, et puis avoir une commission qui est présidée par Mila.
Pourquoi ? Parce que juste le rôle du président est important. Parce que c'est le président qui définit l'ordre du jour et qui définit qui va être associé aux travaux, qui va être entendu, les experts, tout ça. Donc vous allez exiger qu'il y ait une commission qui soit coprésidée par plusieurs groupes politiques. Oui, on considère que le RUAM, c'est l'affaire de tous. Et c'est faux qu'il n'y a qu'une seule personne qui s'en occupe. Il y a beaucoup de propositions qui ont été posées depuis des années et qui sont coincées dans les tuyaux. Il faudrait peut-être les débloquer. Et nous, on sera présents dans cette commission. On sera force de propositions. Et ce qui me rassure, c'est que un des points de l'accord qui a été signé, c'est que chaque proposition sera évaluée par des experts indépendants. Et quand on aura les évaluations de la réforme, tout le monde pourra voir que cette réforme n'est pas bonne. Parce que jusque-là, Mila Kolotokomoli remettait en cause le rapport d'experts d'Olivier Sudry, notamment. Oui, mais il peut remettre en cause ce qu'il veut. À partir du moment où on choisit un expert indépendant, l'expert indépendant nous montrera que cette réforme est mauvaise. Mauvaise pour l'emploi, elle est destructrice d'emploi, mauvaise pour l'économie, c'est 4 milliards et demi de moins de consommation, donc vous détruisez 400 emplois, vous faites perdre presque 5 milliards de consommation à la Nouvelle-Calédonie, donc c'est mauvais. Donc il faut sauver le RUAM, mais faire des mesures qui soient à la fois permettre de créer de la richesse en Nouvelle-Calédonie, donc de répartir du pouvoir d'achat, redonner du pouvoir d'achat aux petits salaires, mais faire en sorte que la Nouvelle-Calédonie, au niveau économique, elle soit attractive pour faire venir des investisseurs et avoir une politique fiscale qui puisse correspondre à tout ça. Mais c'est bien le triptyque qui nous avait été présenté, c'est bien d'avancer les 3 piliers en même temps. En attendant l'accord qui a été signé dans la nuit, il est signé par le président du Congrès, par les élus de l'éveil océanien et par les représentants des chambres consulaires et des organisations patronales. Vous en êtes totalement absent. Alors, 2 choses. Est-ce que politiquement, vous avez été dépassé par la majorité indépendantiste éveil océanien, ou est-ce que de l'autre côté, c'est la société civile qui a pris la main et qui vous a laissé de côté ? Non, c'est la société civile, quand elle se mobilise contre un texte qui est en plus affiché éveil océanien. Donc c'est le choix qui a été fait. Et la négociation, elle s'est faite au Congrès. Alors, on aurait préféré qu'il y ait une consultation de l'ensemble des groupes. On comprend l'urgence. Après, Rocco Amitan a pris ses responsabilités. En tant que président du Congrès, il a fait bouger les choses. À l'inverse, le président du gouvernement a été complètement absent. Là, on se demande à quoi sert le gouvernement à majorité indépendantiste aujourd'hui, puisqu'il ne reçoit ni ceux qui se mobilisent et il ne fait aucune proposition pour sortir de la crise et ni de proposition de contre-projet de texte. Donc, parce que l'une de vos revendications, c'était bien que ce soit le gouvernement qui récupère le texte, en fait. Et là, il reste au Congrès. Ça nous semble plus logique. C'est le gouvernement qui a tous les outils pour proposer des réformes qui soient à la fois et ça, c'est un autre point qui est positif dans cet accord, source d'économie et à la fois source de nouvelles recettes. Parce qu'il faut arrêter en Nouvelle-Calédonie, quand on a un déficit, de se dire on va faire payer encore plus les Calédoniens. Non, d'abord, il faut faire des économies. Et c'est ce qui a manqué dans ce projet de texte. Et ce qui nous rassure, et c'est ce que je disais avec ceux avec qui on discutait sur les ronds-points, c'est qu'il y a la partie économie. Il faut d'abord faire des économies. Je rappelle que en septembre 2021, le conseil d'administration de la CAFAT propose un plan de réduction d'économie d'1,6 milliard. C'était en septembre 2021. Il n'est toujours pas mis en place aujourd'hui, ce plan-là. Donc on fait d'abord des économies, après on regarde ce qui reste à combler, et après comment on le comble de manière juste, équitable, et sans toujours charger le coût du travail. Mais alors si on comprend bien, le texte n'est pas retiré, il est retravaillé. On peut le modifier sur la base qui existe actuellement ou il faut tout reprendre à zéro ? Et est-ce que vous avez des propositions précises ? On sait qu'NCECO à un moment avait un plan de rechange, mais est-ce qu'il y a une alternative à la proposition de l'éveil océanien ? Alors, il va être retravaillé, mais à partir du moment où on fait l'étude macroéconomique, c'est-à-dire qu'un cabinet indépendant va analyser le texte, il va nous montrer que le texte ne correspond pas à ce qu'on peut faire en Nouvelle-Calédonie et qu'il est mauvais pour le développement de la Nouvelle-Calédonie et qu'il détruit des emplois.
Donc, on ne peut pas juste dire c'est mauvais. Il faut avoir une contre-proposition. NCECO avait porté un projet où on travaille à la fois sur de la fiscalité, c'est-à-dire comment on répartit l'effort, mais également, et je reviens là-dessus, sur des économies. Donc, il faut vraiment avancer les deux en même temps. Il faut d'abord faire des économies et après voir comment on comble le trou qui reste. L'objectif, d'après cet accord, c'est d'apporter au plus tard au 31 décembre une solution au financement du RWAM. On y arrivera et est-ce qu'on a le temps d'attendre le 31 décembre? C'est pas demain quand même. Le 31 décembre, c'est plusieurs mois. Le 31 décembre, c'est au plus tard. On peut y arriver avant. Encore une fois, il y a tout un travail qui a été fait. Il y a l'IGAS, vous savez, cette inspection générale qui est venue, qui a fait des propositions. Il y a des propositions qui ont été faites dans le plan d'Ocamo avec de la fiscalité préventive. Donc, tout ça est pris. Il faut juste que le gouvernement le sorte. C'est-à-dire il ne faut pas nous faire croire que rien n'a été proposé, il y a un travail qui a été effectué, il faut juste que ce soit sorti au niveau du gouvernement qui aujourd'hui est complètement tétanisé devant l'enjeu. Et l'idéal ce serait que la réforme soit évidemment consensuelle et soutenue par tous les groupes politiques. Ça vous paraît possible ou est-ce qu'on va retomber dans une opposition avec la majorité indépendantiste ou éveil océanien d'un côté et vous de l'autre? Mais si on change la méthode, si l'objectif c'est vraiment qu'on arrive à une réforme qui soit portée et acceptée par l'ensemble des Calédoniens, et qui prenne en compte les remarques du secteur économique, mais également des organisations de salariés, on y arrivera. Nous, on est convaincus qu'il y a des solutions. On est convaincu que tous les travaux, toutes les études qui ont été faites nous montrent les pistes à prendre. Le rapport, encore une fois, de l'inspection générale nous montre ce qu'il faut faire. Il faut juste le vouloir et pas l'imposer. Alors l'autre grand rendez-vous du Congrès, c'est le vote du budget avant le 31 mars. Là, c'est très bientôt. Est-ce que ce sera possible? Et qu'est-ce que vous pensez pour l'instant? Il y a eu le débat d'orientation budgétaire la semaine dernière. Qu'est-ce que vous pensez pour l'instant du projet du gouvernement Mapou? Alors pour l'instant, on a eu donc le débat, c'est les grandes orientations, c'est-à-dire comment on voit évoluer l'économie calédonienne et du coup la fiscalité qui va avec. Ce qu'on voit, c'est que sur ce que nous a proposé le gouvernement, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas financées. Et donc on arrive à un budget qui ne peut pas être équilibré sans l'aide de l'État. La Nouvelle-Calédonie, elle a, comme partout ailleurs, vécu une période difficile avec la crise Covid qui a handicapé nos entreprises, qui a coûté cher à nos collectivités parce qu'on a dû prendre des mesures, les quatorzaines, les aides au maintien des salariés dans les entreprises, toutes ces choses-là, ça a coûté cher. Et on a besoin que l'État nous accompagne pour nous permettre de sortir la tête de l'eau. Pour ça, il faut négocier un emprunt avec l'État. C'est-à-dire que moi, je suis quand même consterné de voir que quand le troisième membre du gouvernement, parce que le ministre de l'Intérieur, quand il vient en Nouvelle-Calédonie, c'est le numéro 3 du gouvernement, il n'y a pas de rendez-vous avec le président du gouvernement de tous les Calédoniens. Oui, ils en sortent sur un conflit. Ça, voilà, on a lu les déclarations de Gérald Darmanin concernant Louis Mapou. C'est quand même très sévère. Donc non seulement ils ne sont pas vus, mais en plus, rien n'est acquis sur la négociation éventuellement d'une aide à la Nouvelle-Calédonie. Oui, et alors qu'une semaine avant, dans le débat d'orientation budgétaire, quand Nicolas Mesdorf, député, intervient et dit que lui et Philippe Dunoyer, l'autre député, sont prêts à appuyer le gouvernement pour mobiliser cette aide de l'État et qu'ils n'ont pas eu de réponse du président du gouvernement et que le président du gouvernement prend la parole en disant qu'il n'a pas besoin des loyalistes pour négocier avec l'État et que ça se passe très bien avec l'État, on voit que c'est pas la réalité. On voit que c'est pas la réalité, mais encore une fois, la problématique, elle est pour l'ensemble des Calédoniens. Nous n'avons pas la capacité fiscale de boucler le budget sans l'aide de l'État. Le rôle du président du gouvernement, de tous les Calédoniens, c'est de travailler avec l'État pour nous trouver une solution de sortie. Et alors la proposition, certains disent déjà que c'est un budget insincère qui va être présenté au Congrès. Vous pensez qu'il y a ce risque ou est-ce que l'État va devoir reprendre les choses entre les deux Est-ce que le budget sera voté le 31 mars? Est-ce qu'il y aura une majorité pour le voter? Est-ce qu'il y a une majorité aujourd'hui? J'en sais rien. Ça n'a pas l'air tout calé chez les indépendantistes. Nous, on a fait des propositions. Elles ne sont pas prises en compte. Écoutez, on verra quand le budget viendra sur la table au Congrès. Il y aura des débats là-dessus. Mais encore une fois, soit c'est la méthode passage en force
Et puis, ils le feront sans nous, le budget, mais il va falloir qu'ils s'entendent entre eux, hein, parce qu'il y a quand même la tension qui est liée à la pression qu'ils mettent sur Jacques Lallier pour qu'il démissionne de la présidence de la province des Îles, parce qu'il a osé, en tant qu'indépendantiste, discuter avec les non-indépendantistes et se dire qu'il faut bien sortir de l'accord de Nouméa et trouver des solutions ensemble plutôt que les uns contre les autres. Dans la sanction, c'est de vouloir aujourd'hui le faire sauter de la présidence de la province des Îles. Lui, il a expliqué que si ça lui arrivait, le budget, ça se fera sans lui également. Donc, je ne sais pas aujourd'hui qui a une majorité pour ce budget. Jacques Lallier parle même d'une possibilité de faire tomber le gouvernement Mapou. Vous pourriez vous associer à ce genre de choses? Est-ce qu'il faut que le gouvernement Mapou tombe pour remettre les choses à plat? En tout cas, ce qui est sûr avec la période, les jours qu'on vient de vivre, avec cette mobilisation importante des Calédoniens, qui se mobilisent une première fois, qui demandent à être reçus, qui ne sont pas reçus par le gouvernement, qui se mobilisent une deuxième fois et qui ne sont toujours pas reçus par le gouvernement, qui demandent à que le gouvernement prenne ses responsabilités et qu'il anime le secteur qu'il en charge, c'est-à-dire la sécurité sociale. Ça, c'est pas fait. Le gouvernement à majorité indépendantiste, là, il a été complètement à la rue dans cette histoire. Il n'a pas du tout été à la hauteur des enjeux, mais pire que ça, il a été complètement absent. Donc là, on se demande quelle est l'utilité de ce gouvernement. Donc s'il y a une possibilité de le renverser, moi je considère que là, il faut vraiment se poser la question. Après, il faudra trouver une majorité, ça c'est autre chose, malheureusement. Ce que j'allais vous dire. Pour le mettre en place, que souvent les Calédoniens ils disent mais pourquoi vous ne le faites pas tomber? Mais parce que faire tomber, c'est une chose. Après, il faut avoir une majorité pour élire un président. Et aujourd'hui, cette majorité, même si les loyalistes sont plus nombreux dans les urnes, encore une fois, quand vous prenez le résultat des élections provinciales de 2019, on fait plus de voix que les indépendantistes, mais la répartition issue des accords de Nouméa fait que les indépendantistes sont majoritaires aujourd'hui. Vous en parliez il y a un instant, Gérald Darmanin, le numéro 3 du gouvernement, pour reprendre votre formule, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, a passé 3 jours en Nouvelle-Calédonie. La semaine dernière, il était encore là vendredi dernier. Qu'est-ce que vous retenez de ce déplacement? Plutôt satisfait? Oui, positif. Positif sur la méthode et sur le fond. Sur la méthode, d'abord, parce que moi j'étais impressionné par sa capacité à s'impliquer et à comprendre rapidement le dossier calédonien, à tenir sa parole. Il avait dit aux indépendantistes qu'il reviendrait au lendemain de leur congrès, la semaine d'après l'organisation du congrès du FLNKS. Il était là. Les indépendantistes sont revenus sur les bilatérales, donc on voit que cette méthode fonctionne. Il a eu raison finalement d'attendre, d'accepter leur calendrier, puisqu'il ne voulait pas le voir quand il est venu en novembre-décembre. Et il avait dit, bon, on va donner du temps au temps, on va se hâter lentement. Il a eu raison. Alors moi je suis loyaliste, je suis impatient, je veux que la Nouvelle-Calédonie sorte de l'impasse dans laquelle on n'est plus attractif aujourd'hui, les gens préfèrent quitter la Nouvelle-Calédonie que venir, nous c'est l'inverse qu'on doit faire, on doit rendre la Nouvelle-Calédonie attractive. Mais en tout cas, ce que je vois c'est que sa méthode a fonctionné et qu'il a eu un discours clair. Il a eu un discours clair sur tout un tas de choses. D'abord sur le corps électoral, dire que si on n'a pas d'accord, une nouvelle solution d'après-accord de Nouméa avant les élections provinciales de 2024. Il y aura bien les élections provinciales à la date prévue. Et 2, elles ne pourront pas se faire avec le corps électoral tel qu'il est aujourd'hui. Donc ça, c'est bien, parce que nous, ça fait quand même quelques temps qu'on le dit. C'est la première fois que l'État a un discours aussi clair sur ce point-là. Il a été clair sur la stratégie minière en disant que l'État est venu aider à presque 200 milliards d'aide aux entreprises métallurgiques en Nouvelle-Calédonie et qu'il ne le fera plus si on n'est pas capable de trouver une stratégie pays, comme on dit, sur la filière nickel en Nouvelle-Calédonie. Donc ça, c'est important de le rappeler parce que c'est ce qu'on porte, nous, au Congrès. La nécessité aujourd'hui de se dire, OK, on a 3 usines, on a des sites miniers, est-ce qu'on est capable de définir la meilleure stratégie nickel pour l'ensemble des acteurs en Nouvelle-Calédonie pour sauver le maximum d'emplois et pour créer une richesse qui profite plus aux Calédoniens. Donc 2 objectifs, les emplois et que ça rapporte aux Calédoniens. Les indépendantistes nous avaient dit OK, on le fait, puis après on le fait plus. Il a pu organiser cette réunion avec le président de la province Nord, Paul Naotine, et Sonia Backes, présidente de la province Sud, où ils ont eu cette première discussion à 3, alors c'est pas une trilatérale, mais pas loin sur le nickel, et ça c'est important. Donc on voit que la méthode et le discours a été clair. Alors la méthode, justement, les indépendantistes, vous le disiez, ils ont accepté les bilatérales, il y a eu 2 réunions même, mais on les entend pas depuis. Donc c'est bien qu'on ne sait pas, est-ce qu'ils ont accepté une partie des choses qu'a annoncé Gérald Darmanin, ou est-ce que pour l'instant ils sont en train de chercher une autre stratégie, parce que
8 jours avant, lors du congrès du FLNKS, ils avaient quand même été assez fermes en disant qu'ils ne parleraient qu'avec l'État, qu'ils parleraient que d'indépendance. Est-ce que vous pensez que la visite de Gérald Darmanin les a convaincus de changer un peu d'attitude? Ah ben, c'est à eux qu'il faut demander. Hein. Oui, mais Moi, je porte la voix des loyalistes, je vais me contenter de faire celle-là. Ils répondent pas pour l'instant. Donc oui, oui, vous avez peut-être des informations, vous les avez peut-être rencontrés, vous aussi. Écoutez, ce que je sais, c'est que le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer leur a proposé de venir au mois d'avril à Paris pour refaire un deuxième tour de bilatéral. Nous, ce qu'on dit, c'est que s'il faut un round supplémentaire de bilatéral pour permettre que les discussions se passent dans le calme et dans l'intérêt des Calédoniens, il ne faut pas hésiter à faire ce tour-là. On n'est plus à quelques semaines près aujourd'hui. Donc voilà, on est comme vous, on attend avec impatience la communication des indépendantistes. Mais vous savez, je pense qu'ils ont entendu à leur congrès, il y a quand même quelques personnes qui sont intervenues pour dire ils veulent qu'on sorte de là. Il faut arrêter d'essayer à chaque fois nous opposer l'indépendance, pas l'indépendance, c'est derrière nous ça. Les Calédoniens se sont exprimés, et ils se sont exprimés clairement contre l'indépendance 3 fois. Maintenant, ce qu'on a besoin, c'est de perspectives. Et ce qu'a apporté la venue de Darmanin, c'est des perspectives, une méthode et un calendrier renouvelé. Donc ça c'est important. Et je pense qu'il y a une partie importante, y compris chez les indépendantistes, qui veulent qu'on avance, qui veulent qu'on soit capable de proposer un vrai projet de société aux Calédoniens et qu'on soit capable de leur donner ces perspectives-là. Donc ces réunions atroces et trilatérales, comme on dit, elles vont être possibles à votre avis à Paris dans quelques mois? On parle d'avril-mai, quoi. C'est ce qu'on souhaite, oui. Et sur quelle base? De quoi est-ce que vous allez parler? Parce que pour l'instant, on a l'impression que le projet de société, il n'y en a pas. De part et d'autre, il y a vraiment pas... On va reparler, si vous voulez, du projet des loyalistes, mais en attendant, sur quoi est-ce que vous pouvez vous mettre d'accord? De quoi est-ce que vous pouvez parler avec les indépendantistes? Ah, mais il y a quand même quelques thèmes à mettre sur la table. Alors, il y a la partie institutionnelle liée aux institutions. Qu'est-ce qu'on fait avec les institutions de l'accord de Nouméa, le corps électoral, mais il y a également tout ce qui est lié au quotidien des Calédoniens, la stratégie nickel, le développement économique, comment on rend la Nouvelle-Calédonie attractive, comment on améliore notre système éducatif, la problématique du foncier. Donc tous ces groupes de travail ont été mis en place par l'État. Aujourd'hui, les indépendantistes n'y participent pas. Aujourd'hui, les indépendantistes n'y participent pas. Ce qu'on regrette, mais nous, ça ne nous empêche pas d'avancer, de poser des bases. Il y a des documents qui sont produits. Nous, au titre des loyalistes, on y participe. On a commencé à donner des productions, on en fera encore régulièrement. Et tout ça fait qu'on est capable de dessiner un projet sur lequel on a quand même beaucoup de convergence. C'est-à-dire que, OK, il y a la problématique indépendance ou pas, mais les Calédoniens, quelle que soit leur origine sociale, ethnique ou politique, on a tous envie que leur quotidien s'améliore, qu'on ait une société de progrès. Et donc ça, il n'y a pas besoin d'être indépendantiste ou loyaliste pour porter ça. Il faut juste que, de temps en temps, on recrée ces liens, laisser tomber la pression qu'on a connue ces derniers mois pour pouvoir avancer. Alors les loyalistes, vous avez fait la proposition d'un schéma institutionnel commun. C'est un pays intégré, ça c'est l'intitulé en tout cas. C'est de la com ou c'est vraiment ça résume bien votre projet? Je trouve que ça résume et à la fois notre projet et à la fois notre état d'esprit. Pourquoi un pays intégré? Ce pays, déjà, tout le monde s'approprie le terme en Nouvelle-Calédonie. On a déjà des lois de pays. On est le seul endroit, après l'Assemblée nationale, à voter des lois de pays. Mais c'est également un terme qui est utilisé en métropole, avec le Pays basque, le Pays de la Loire, et ils ne sont pas plus indépendants que nous. Et intégré pour plusieurs raisons. Parce que ça clarifie définitivement la position par rapport à l'appartenance à la France. Quand vous êtes intégré, vous êtes dedans. Vous n'êtes pas à côté, c'est pas un lien petit, grand. Non, vous êtes au sein de la République. Intégré, ça correspond également aux propositions de sortie de décolonisation préconisées par l'ONU. L'ONU dit qu'un processus de décolonisation, c'est-à-dire nous sommes dans un processus de décolonisation, il se finit de 3 façons possibles, 3 scénarios possibles. Le premier, on a accès à l'indépendance. Les Calédoniens, ils ont dit 3 fois non, l'indépendance. Le deuxième, c'est un État associé, l'indépendance association. Les Calédoniens, ils ont dit non à l'indépendance association aussi. Et la troisième, c'est d'être intégré à un État indépendant, c'est-à-dire d'être intégré à la France. C'est ça
le pays intégré. Donc c'est ce que nous, on porte aujourd'hui, d'être dans la Constitution. Aujourd'hui, la Nouvelle-Calédonie, c'est la seule collectivité de la République qui est dans la Constitution, et c'est ce qu'on appelle les dispositions transitoires relatives à la Nouvelle-Calédonie. Ça, c'est le titre 13 de la Constitution. Et nous, on veut que ce soit modifié en dispositions relatives à la Nouvelle-Calédonie. Qu'on enlève l'aspect transitoire. L'aspect transitoire, c'était pour l'accord de Nouméa, avec les dispositions de l'accord de Nouméa. Les 3 référendums ont tourné la page de l'accord de Nouméa, et donc on doit revoir nos institutions, revoir les compétences entre les provinces, la Nouvelle-Calédonie, notre fonctionnement. Entre vous n'étiez pas tout à fait d'accord forcément entre la place des provinces et la place de la Nouvelle-Calédonie. Oui. Finalement, vous avez trouvé un deal entre vous. Ça s'est passé comment? Oui, avec Nicolas Mesdorf, président de Génération, Sonia Backès, président des Républicains calédoniens, et moi pour le mouvement populaire calédonien, on avait des projets qui étaient différents. Mais notre logique, ça a toujours été de dire on doit être le plus unis quand on va aller discuter avec les indépendantistes et l'État. Donc d'abord, entre nous, on a créé un groupe, les loyalistes au Congrès, être capables de se mettre d'accord. Et c'est vrai qu'il y en a un qui voulait que les compétences soient plus aux provinces et l'autre que les compétences soient plus à la Nouvelle-Calédonie. On a trouvé un projet équilibré qui permet à tout le monde de se reconnaître et qui nous permet de porter un projet commun. Un projet qui soit également acceptable à nos amis du Rassemblement et de l'Avenir en Confiance, qui peut même être entendu par Calédonie Ensemble, alors pas tous les jours, mais de temps en temps. Et je pense que c'est important d'arriver dans ce groupe de travail uni. Parce que les indépendantistes, ils ont des divisions internes importantes, mais au moment de venir discuter, ils arriveront de manière unie. L'un des points aussi de ce projet, c'est plus de transfert de compétences et même éventuellement la rétrocession de certaines compétences. Ça, c'est un point sur lequel les indépendantistes vont forcément se cabrer. Ils ne peuvent pas accepter ça, si. Oui, mais les indépendantistes considèrent que l'accord de Nouméa prévoit l'irréversibilité des compétences transférées. C'est vrai, mais c'est vrai dans l'accord de Nouméa. Mais comme pour le gel du corps électoral, il était vrai pendant les dispositions transitoires, c'est-à-dire pendant l'accord de Nouméa. On en sort, on a transféré beaucoup de compétences à la Nouvelle-Calédonie. Nous, on est des autonomistes en quelque sorte, c'est-à-dire qu'on veut pouvoir diriger en Nouvelle-Calédonie. Mais il y a des compétences qui nous ont été transférées que l'on n'arrive pas à gérer aujourd'hui. Donc je prends par exemple le droit des assurances, c'est une compétence qui a été transférée et elle a été ce qu'on appelle vitrifiée, c'est-à-dire que le jour où elle a été transférée à la Nouvelle-Calédonie, il n'y a plus jamais personne qui a pu la toucher. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas la capacité de le faire. On n'a pas les mêmes ressources humaines quand on est 250 000 que quand on est un pays de 67 millions d'habitants. Donc c'est pas une insulte aux Calédoniens de dire qu'on a récupéré des compétences, finalement on n'arrive pas trop à les gérer, autant les rendre à l'État. Et puis on dit même qu'il faut créer de nouvelles compétences. Il y a une problématique mondiale aujourd'hui qui est la montée des eaux, donc le risque climatique. C'est pas nous, petits Calédoniens, 250 000 sur les X milliards de personnes dans le monde qui allons tout changer. On a besoin de l'État pour nous porter cette politique-là et nous accompagner. On risque d'avoir dans le Pacifique les premiers réfugiés climatiques et nous, UVA par exemple, en fera partie. Ce projet de pays intégré, en tout cas le schéma lui-même, est-ce que ça peut être une base de discussion avec les indépendantistes? On pense notamment à la répartition des compétences entre provinces et gouvernement, enfin entre provinces et Nouvelle-Calédonie. Il y a des éléments dedans qui pourraient être attractifs pour eux, qui pourraient les intéresser ou ils pourraient vous suivre? Oui, mais l'objectif de notre projet, c'est de porter la philosophie loyaliste, c'est-à-dire de celles et ceux qui ont dit 3 fois non à l'indépendance. Mais c'est pas de faire un projet replié sur nous, c'est de faire un projet de société qui est encore une fois favorable à l'épanouissement de l'ensemble de la population, quelle que soit la couleur de peau des gens, quelles que soient leurs origines sociales, politiques. On n'est pas là pour imposer une vision, on est là pour essayer de partager un objectif. Et on est convaincu que dans les discussions avec les indépendantistes, on fera des propositions qu'ils jugeront intéressantes, comme eux, ils auront peut-être la capacité, enfin je n'en doute pas, de faire des propositions que nous, on jugera intéressantes. Et c'est cette capacité de nous réunir qu'à l'État qui est important. Et c'est pour ça que je reviens à la visite de Gérald Darmanin, c'est pour ça que c'est important de continuer ce travail-là, de continuer à nous réunir et nous amener progressivement sur la voie du dialogue. Mais on a toujours su faire ça. On a eu toujours des moments compliqués. Ça a été les événements en 88 et les accords de Matignon-Oudinot derrière, avec une tension qui n'était quand même pas la même que celle d'aujourd'hui. Ça a été l'accord de Nouméa, où je rappelle, l'accord de Nouméa, ok, il y a eu le préalable minier,
mais à partir du moment où le préalable minier a été réglé, les négociations ont officiellement commencé fin février 98 et l'accord est signé début mai 98. Donc en quelques mois, à partir du moment où il y a la volonté, l'accompagnement de l'État, on trouve les solutions. Et je n'ai pas de doute qu'on arrivera à le faire là encore. Parce que Gérald Darmanin a fixé un calendrier, on le disait tout à l'heure, et il envisage un accord en septembre et une modification de la Constitution début 2024. Hein. Ça vous paraît possible vraiment de tenir Complètement. le, Oui, de oui, tenir mais je prends toujours l'exemple de l'accord de Nouméa en 98, c'est ce qui a été fait. En quelques mois, il y a eu à la fois l'accord validé par les Calédoniens et modification de la Constitution. Donc, j'ai pas du tout de doute sur le fait qu'on puisse y arriver. Le plus dur, je dirais, c'est la première étape, c'est de se mettre tous autour de la table de manière détendue et se dire, allez, maintenant on y va, chacun fait sa proposition, il l'explique à l'autre pourquoi il propose ça, pourquoi il considère que c'est ça qui peut mieux correspondre aux Calédoniens, et il écoute l'autre. Et à partir du moment où on a su faire ça, à chaque fois qu'on l'a fait, on a trouvé des solutions. Le corps électoral aussi fera trouver un accord, alors il sera compris ou non dans le statut. Le ministre là aussi a été très clair. Hein. S'il n'y a pas d'accord, c'est un corps ouvert pour les élections provinciales de mai 2024. Ça vous semble possible cette perspective que l'État organise les élections ici avec un corps complètement ouvert? Alors, ce qu'il a dit, c'est que ce ne sera pas un corps électoral qui est celui d'aujourd'hui. Oui. Plus exactement. Ce qui est sûr, c'est que mais là, on est dans du juridique. C'est-à-dire que, encore une fois, geler le corps électoral, c'est anticonstitutionnel. C'est-à-dire que c'est pas dans la philosophie de la France, de la Constitution française. Mais ça a été accepté parce que c'était dans la période de l'accord de Nouméa et que ça avait un début et que ça avait une fin. Pareil, au niveau européen, la France a des engagements et ça ne respecte pas ces engagements. Mais la Cour européenne des droits de l'homme a accepté parce qu'on était dans les dispositions transitoires. Mais ça n'est plus acceptable demain parce qu'on n'est plus dans ces dispositions transitoires. L'accord de Nouméa, il s'est fini avec la période référendaire. On est dans l'après-accord de Nouméa, donc on doit écrire une nouvelle page. Et donc soit on est capable d'écrire une nouvelle page où il y aura un nouveau corps électoral. Personne aujourd'hui dit qu'on va se retrouver à un corps électoral général avec 6 mois de présence en Nouvelle-Calédonie. Nous, on souhaite que ce soit un corps, les propositions qu'on a faites, c'est que ce soit un corps électoral glissant, c'est-à-dire au bout de 3 ans de présence en Nouvelle-Calédonie, vous pouvez devenir citoyen calédonien, mais que également ce soit lié au mariage, au Pax, hein, quand vous avez des jeunes calédoniens qui partent faire des études, mais quand ils reviennent, mais que la personne avec qui ils rentrent puisse être calédonienne au même titre que les autres. Pourquoi 3 ans? L'accord de Nouméa lui prévoyait 10 ans. Vous ne calquez pas sur ce qui avait été décidé à l'époque? Ben, on considère que 10 ans, c'est trop long. Oui, c'est trop long. Après, c'est vrai, ce sera de la discussion. Mais nous, c'est normal qu'on dise voilà ce qu'on veut et voilà ce pourquoi on va se battre. Mais il y aura tout un tas de sujets qui seront compliqués. Il y aura ça, il y aura le droit à l'autodétermination, qui est un thème important aux indépendantistes, mais qui est là encore une fois inscrit dans la Constitution. Donc comment on travaille sur, on donne des perspectives aux Calédoniens, c'est-à-dire que tous les 2 ans on ne les réunit pas pour avoir un référendum pour ou contre l'indépendance, mais comment on peut leur dire si un jour vous voulez donner votre avis sur l'autodétermination, l'accès à l'indépendance, ben vous pouvez quand même le faire. Donc ça va être les négociations doivent avancer sur tous les terrains en même temps, parce qu'après, ce sera un accord global. Et un accord, et je reviens à la discussion qu'on a eue au début sur le RUAM, un accord, il n'est jamais bon, il n'est jamais parfait, puisque c'est un accord, c'est-à-dire que chacun a fait une concession. Ce qui compte, c'est qu'à la fin, chacun puisse s'y retrouver. C'est ce qu'on devra faire au niveau politique. Les indépendantistes ont déjà leur délégation de négociation, en quelque sorte. Enfin, c'est celle qui a rencontré le ministre. Vous, ça va se passer comment? Il va y avoir des délégations entre tous les partis non indépendantistes? Vous allez faire une seule délégation? Est-ce que vous avez déjà commencé à travailler sur cette question? Puisque vous devez vous voir au mois d'avril ou au mois de mai. Hein. Alors, si vous me demandez, mon souhait, c'est que la délégation, elle soit unie donc, et qu'on avance ensemble. Donc aujourd'hui, nous, notre projet, par exemple, les loyalistes, quand on s'est mis d'accord, nos 3 mouvements politiques, on l'a présenté. Avant de le présenter à la presse, on l'a présenté au rassemblement et à l'Avenir en Confiance pour leur dire voilà notre projet, est-ce que c'est entendable? Est-ce qu'il y a des irritances? Des choses que pour vous, c'est non, jamais vous accepterez ça et donc du coup on ne pourra pas porter un projet en commun. Donc on l'a fait, ça a été accepté. L'objectif, alors on travaille beaucoup avec Virginie, avec Alcide Ponga et Virginie Refnac. L'objectif, c'est évidemment d'arriver ensemble dans ces discussions. Aujourd'hui, on a fait par exemple un communiqué de presse commun, les loyalistes et l'Avenir en Confiance. Et donc on se voit presque de manière quotidienne pour être capable de porter un projet commun calédonien. Les Calédoniens, ils méritent
qu'on soit capable de laisser de côté nos problématiques d'ego et de porter un projet d'intérêt général et qui correspond encore une fois à ce qu'ils sont exprimés en disant 3 fois non à l'indépendance. Gabriel, merci pour toutes ces précisions. Avant de conclure, je voudrais avoir votre avis quand même, votre réaction sur un autre sujet d'actualité. On a appris ce matin la liquidation du groupe Melchior, propriétaire des Nouvelles-Calédoniennes, c'est-à-dire que les Nouvelles-Calédoniennes, c'est fini. Comment vous réagissez à cette disparition de la presse quotidienne en Calédonie? Quand vous m'en parlez, j'en ai les frissons. C'est un jour noir pour la presse en Nouvelle-Calédonie. C'est une institution qui tombe avec la disparition des nouvelles. Ça, à la fois, ça m'inquiète et ça me rend triste. Ça me rend triste parce que c'est d'abord des personnes, hein, c'est des femmes et des hommes qui travaillent, avec qui on est en relation, nous, quasiment quotidiennement, on crée des liens. Donc c'est à ces 120 personnes que je pense d'abord et ça me rend triste. Et puis après, je trouve que c'est inquiétant pour la Nouvelle-Calédonie parce qu'on a besoin de médias. On est dans un monde où tout ne peut pas être fait sur les réseaux sociaux. On a besoin d'avoir des médias comme le vôtre où on peut venir s'exprimer, expliquer les choses, débattre hein, avec un certain nombre d'émissions, mais que ce soit au niveau presse, télé, radio, mais également écrite. Et ça va manquer, à la Nouvelle-Calédonie. On est dans une période cruciale pour l'histoire de la Nouvelle-Calédonie. C'est une nouvelle page de la Calédonie qui va s'écrire. Et la disparition d'un média comme les Nouvelles-Calédoniennes à ce moment-là de l'histoire est, je trouve, très dommage. Gilles Brial, porte-parole des loyalistes, deuxième vice-président de la province sud. Merci d'accepter notre invitation ce midi. Merci Elisabeth Noir.